On est en 1928. Un prêtre suisse, Alexis Mermet, décide de publier un traité assez audacieux. Son but, rien de moins que de transformer un art populaire, souvent un peu méprisé, en une véritable science. C'est l'histoire assez fascinante de cet homme et de son pendule. Voilà la question qui est vraiment au cœur de tout son travail. Une question qui, on est d'accord, a l'air de sortir tout droit d'un roman de science-fiction. Pourtant, l'abbé Mermet, lui, a consacré 35 ans de sa vie à essayer de prouver que c'était une réalité bien tangible. Alors voilà notre personnage, l'abbé Alexis Mermet. Faut bien comprendre qu'il ne se voyait pas du tout comme un simple sourcier de village. Non, son ambition était bien plus grande. Il voulait découvrir et établir les lois, les vraies lois, qui régissent les mouvements d'un pendule. Ces quelques mots qu'on trouve au tout début de son livre montrent bien son état d'esprit. Il ne se prend pas pour un magicien, mais vraiment pour un pionnier. Il est persuadé de poser les premières pierres d'un tout nouveau domaine scientifique. L'outil traditionnel du sourcier, c'est la baguette en bois de coudrier. Mais Mermet, lui, était convaincu qu'un autre instrument était bien meilleur. Voyons un peu pourquoi. En fait, le point est assez simple. La baguette ne peut que tourner ou se tordre. C'est un mouvement binaire, un peu comme un oui ou un non. Le pendule, lui, est beaucoup plus subtil. Mermet affirmait qu'il pouvait bouger dans toutes les directions, au point même de dessiner dans l'air la forme de l'objet caché. C'est un bond de géant en termes de précision, et en plus, c'est beaucoup moins épuisant à utiliser. Bon, mais alors qui peut faire ça? Est-ce que c'est un don rare réservé à quelques élus? Pour Mermet, pas du tout. D'après ses statistiques, basées sur des décennies d'observation, 80% des gens seraient soit déjà sensibles, soit capables de le devenir avec un peu d'entraînement. Pour lui, c'était une disposition physiologique, une capacité presque universelle, juste en sommeil chez la plupart d'entre nous. Alors passons de l'outil à la méthode. Comment Mermet prétendait non seulement trouver des objets, mais aussi savoir exactement ce que c'était. C'est là que son système devient vraiment intéressant. Le concept central, la pierre angulaire de tout son système, c'est l'idée des radiations. Pour lui, tout, absolument tout, émet une sorte de champ d'influence unique. Le travail du sourcier, ce n'est donc pas de la magie, c'est simplement de la détection d'émanations physiques, un peu comme un poste de radio qui capte des ondes qu'on ne peut ni voir ni toucher. Sa première méthode, c'était celle des figures géométriques. Il était convaincu d'avoir découvert que chaque métal émet sa radiation principale dans une direction bien précise. Par exemple, le fer rayonne vers le sud, l'argent vers l'est et l'or vers l'ouest. Rien qu'en trouvant cette ligne de force, on pouvait déjà se faire une idée de ce qui était caché sous terre. Et pour confirmer, il y avait la deuxième méthode, la série de mouvements. Une fois que le pendule est bien placé dans le champ d'influence, il se mettrait à osciller un nombre de fois très spécifique. Et ce nombre, c'est comme une signature, il correspond à une seule substance. 2 oscillations pour l'eau, 4 pour le fer, 11 pour l'or. C'est comme un code-barre vibratoire. Et c'est justement la combinaison de ces deux systèmes qui est la clé de voûte de sa méthode. D'un coup, le pendule n'est plus un simple outil qui dit oui ou non, ça devient un véritable instrument d'analyse, capable de faire la différence entre de l'or et de l'argent, ou du fer et de l'eau, juste en lisant ses mouvements. Bon, si tout ce qu'on vient de voir semble déjà assez fou, maintenant il faut s'accrocher. On arrive à l'affirmation la plus incroyable de Mermet, sa capacité à pratiquer la radiesthésie à des centaines de kilomètres de distance, avec comme seul outil une simple carte. Imaginez la scène. On est en mai 1920. Mermet est tranquillement dans son bureau en Suisse. Son collègue, l'abbé Racineux, lui, est à Pornic, sur la côte atlantique française. Il y a plus de 1000 kilomètres qui les séparent. Et le seul lien entre les deux, c'est un plan de la maison de Racineux que Mermet a posé sur sa table. Premier test, l'or. Mermet annonce qu'il détecte une petite quantité d'or qui vaudrait environ 20 francs à un endroit bien précis du plan. Racineux vérifie et confirme. C'était la boîte en or de la montre de son grand-père, exactement là où Mermet l'avait pointé. Deuxième test, l'argent. Mermet détecte cette fois une somme d'environ 400 francs. En réalité, Racineux avait caché 375 francs, à peine 1 mètre de l'endroit marqué par Mermet sur le plan. La précision est, là encore, assez déconcertante. Et là arrive peut-être le plus surprenant. Mermet signale du charbon dans la remise, ce qui est juste, mais aussi une petite quantité dans le jardin. Racineux lui-même avait complètement zappé qu'il restait une trentaine de kilos de boulets à cet endroit, abandonné là depuis 9 ans. La réaction de son collègue, qui au départ était très sceptique, dit tout. Dans la lettre qu'il envoie à Mermet, il se dit ahuri et dans la stupéfaction la plus complète. Forcément, cette expérience est devenue la démonstration phare de Mermet. Face à des résultats pareils, une question s'impose. Comment? Comment c'est possible? Quelle est la force qui se cache derrière tout ça? Eh bien, Mermet avait sa propre théorie là-dessus. Pour expliquer tout ça, Mermet a procédé par élimination. Il a mis de côté l'électricité parce que la force qu'il détectait semblait passer à travers n'importe quel isolant. Il a mis de côté le magnétisme car son pendule réagissait aussi à des matériaux pas du tout magnétiques. Il en a donc conclu qu'il devait exister une force inconnue,
Un rayon solaire qui viendrait frapper toute la matière sur Terre et la ferait résonner avec sa propre radiation, sa propre signature. Et la preuve la plus forte, selon lui, c'était le phénomène du fading. Parfois, sans aucune raison, son pendule s'arrêtait net de fonctionner, souvent quand le temps était orageux. Son hypothèse, c'était que des ondes solaires parasites venaient brouiller le signal. Et la solution qu'il a trouvée est géniale. Il suffisait de placer un petit objet en métal, comme un simple canif, en direction du Soleil. Il affirmait que cette antenne déviait les ondes parasites et que le pendule se remettait à marcher instantanément. Cette théorie du rayon solaire, c'était vraiment la clé de tout son système. C'est elle qui expliquait la radiesthésie sur le terrain, à distance, sur une carte, et même, selon lui, sa capacité à diagnostiquer des maladies juste en passant son pendule au-dessus de la photo d'un patient. Au final, les fameux rayons solaires de Mermet restent une hypothèse. La science conventionnelle ne les a jamais trouvés. Alors que s'est-il passé ? L'explication moderne la plus courante pour ce genre de phénomène, c'est l'effet idéomoteur. Des micro-mouvements musculaires inconscients qui traduisent simplement ce que l'opérateur s'attend à trouver. Mais est-ce que ça suffit à expliquer la précision bluffante de l'expérience de Pornic ? Mermet avait-il mis le doigt sur une science oubliée ? Ou est-ce que la réponse est encore ailleurs, peut-être dans les capacités insoupçonnées du cerveau humain ? La question, elle, reste ouverte.